C'est vrai qu'on n'a que 25 minutes normalement. Je voulais d'abord vous dire, est-ce que vous savez ce que c'est que le conte? Moi j'aime bien quand la salle répond. Vous avez une petite idée de ce que c'est que le conte? Oui, le conte, vous savez, l'UNESCO l'a classé patrimoine immatériel de l'humanité. C'est-à-dire que le conte existe depuis que les humains existent. Un peu comme dans la grotte de Lascaux où la peinture existe. Il paraît que quand ils sont arrivés et qu'ils ont vu tout cet univers, ils ont été obligés de se rassembler ensemble juste pour se dire qu'au fond, c'était pas si terrifiant. Et le conte, c'est ça, c'est ce rempart entre le mystère et soi. Mais soi pas tout seul. Parce que si on se conte une histoire tout seul, on est un peu dans une sorte d'affabulation où on se dit que les étoiles s'appellent comme ça, que la chaise est une porte et que tout n'a pas d'importance. Non, si on est d'accord que la porte est la porte, c'est bien parce qu'on est tous ensemble d'accord sur le fait que ça, c'est une porte. Et c'est pour ça que le mot est important. Et c'est pour ça que la langue est importante. Parce que en haïtien, je ne sais pas comment ça se dit, la porte. Et si j'arrive et qu'il faut que je montre, là, je suis dans le langage du corps en disant ça, c'est quoi? On va faire un geste, on va dire merci. Mais ensemble, quand on parle français, on parle tous français. Et on sait tous ce que c'est qu'une porte. Alors le conte, il énumère, il énonce un monde collectif, global, dans lequel on est ensemble avec des règles ensemble. Alors, dans la grosse poche du conte, on met aussi le mythe, la légende, le récit de vie, le conte randonné. Vous savez ce que c'est, le conte randonné? C'est le feu qui brûle le bâton, c'est l'eau qui éteint le feu, etc. C'est le conte randonné. Donc un conteur, avant cette nouvelle ère que nous vivons aujourd'hui, un conteur était légitimé parce que c'était son grand-père, l'ancêtre, sa grand-mère, qui lui transmettait un savoir, une parole, un répertoire. Le répertoire ne vient que maintenant, mais ça serait quelque chose d'équivalent. Le conteur, c'est rare aujourd'hui, les conteurs, en tous les cas en France, qui ont eu cette légitimation de transmission. Aujourd'hui, les contes ont été répertoriés par des anthropologues, des sociologues, des folkloristes, qui ont mis ça dans des livres et qui nous ont transmis des livres, comme l'index des contes merveilleux populaires français. Et c'est un lourd savoir. On prend le livre, on fait « Ah oui, c'est épais ». Aujourd'hui, on s'appelle les néo-conteurs, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été bercé par des histoires de grand-mère. On nous a emmenés au cinéma voir Blanche-Neige en dessin animé par Walt Disney et qu'on a fait sortir du livre la parole lue, le mot lu, pour qu'il devienne un mot dit et non maudit. Donc pour relâcher votre attention, pour calmer vos oreilles, vous avez été très attentifs pendant très longtemps. Je vous félicite. Je vais vous raconter une petite histoire pour faire une petite illustration. Vous êtes d'accord? Ça va vous détendre, vous allez être en condition. Cette petite histoire, puisqu'on est dans le médical, puisqu'on est dans la santé, je voudrais vous raconter cette histoire-là. C'était au village on ne l'aimait pas. Elle avait la maison tout au fond, vous savez, la maison qu'on ne voit jamais,
par laquelle on ne veut jamais passer. Et d'ailleurs, elle n'aimait pas les gens, c'était pareil. Chaque matin qu'elle se levait, jamais elle se lavait, la première chose qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait son balai, elle ouvrait sa porte et « Ah, dehors le bonheur, dehors !» On la connaissait parce qu'elle avait un grimoire et elle avait quelques connaissances sur les jetages de sorts. Et un jour, un homme un peu bedonnant avait envie d'avoir autre chose dans son lit que sa femme à l'occasion. Et donc il est allé voir cette chère voisine. Crochu, elle a accepté en disant « il me faudrait quelques bonnes pièces d'or qui ont une bonne valeur, qui ne se dévaluent pas en cas de crise ». Il a mis ça sur la table, elle les a comptées, elle aimait bien l'or. Elle a dit « mettez-moi une de plus, je vous la mettrai plus jeune ». Et elle a mis ça dans sa poche, revenait dans une semaine. C'était le printemps. Et comme rien n'arrive par hasard, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, ce petit hirondeau-là, il est allé faire son nid juste dans cette maison-là. Et comme elles font, les hirondelles, eh bien, elles s'aiment et elles pondent. Et hop, les œufs font des petits bébés. Tandis que cette vieille personne désaimée de son collectif était en train de se gratter le nez pour savoir exactement si elle allait mettre 3 petits cailloux de la Durance ou bien un seul, cela suffirait pour le prix qu'il avait mis pour sa potion. Quand d'un seul coup, elle a vu que dans la recette, il fallait mettre un œil d'hirondeau. Évidemment, il piaillait. Ça a été très facile. Elle a pris son escabeau, elle est montée, elle a attrapé le premier hirondeau qu'elle a trouvé, elle a pris son couteau, elle a gratté les 2 yeux, elle a remis l'hirondeau dans le nid, elle est revenue, elle a mis ça dans sa grosse gamelle qu'elle était en train de faire bouillir. Quand la maman hirondelle est arrivée, elle a vu son hirondeau en sang. Elle est allée chercher un tout petit caillou tout rond, tout lisse. Et avec son savoir d'hirondelle, elle a commencé à poser sur les yeux blessés de son enfant le petit caillou. Et elle l'a posé, et elle l'a tourné, et elle l'a aimé, son petit, avec tout l'amour de toutes les mamans du monde. L'histoire ne dit pas si l'homme a trouvé femme à son pied. Non. Mais ce qui est sûr, c'est quand l'automne est arrivé, toutes les hirondelles sont parties, comme si de rien n'était. Et le matin, quand la vieille s'est réveillée, elle allait jeter dehors le bonheur, comme d'habitude. Non, par terre là, il y avait ce tout petit caillou rond. Ça a été plus fort qu'elle. Elle l'a attrapé, elle a oublié de jeter par terre le bonheur, elle a mis le petit caillou dans son ventre et elle est restée comme ça, un instant, immobile, muette, étonnée. Et là, une petite fille est venue frapper à la porte en disant « Mon grand-père, il a la cataracte, il a très mal aux yeux. Il a rêvé cette nuit que c'était vous qui pourriez l'aider. » Ça l'a brûlé son ventre. Elle a tiré le caillou, elle a frotté les yeux et ça allait mieux. Ça s'est répandu comme une rumeur. Tout le monde a su que là-bas au bout du village, eh bien, il y en avait une qui guérissait les yeux. Vous imaginez? Les gens ont fait des kilomètres pour se faire guérir les yeux. Et elle a oublié de jeter par la fenêtre le bonheur comme d'habitude. Et du coup, au bord de sa maison, les fleurs ont poussé. Et après, au village, elle est même venue faire la fête avec tout le monde.
C'est une histoire populaire, toute simple, où d'un mal fait, ça devient un bienfait. Ce temps-là où vous avez écouté cette histoire, vous étiez là et pas là. Il y a un monsieur qui venait du Québec qui a parlé de ça, où on est là et pas là en même temps. C'est-à-dire que vous étiez dans la salle et vous n'étiez pas dans la salle, vous étiez dans ce village. Quand elle a enlevé les yeux de l'Hirondeau. J'ai pas de solution, mais j'ai une pratique. Donc ça, c'est le conte. Je suis allée, voilà, en tant qu'artiste, ayant un petit penchant pour l'hôpital, mais c'est parce que j'y suis née. Vous savez, c'est un peu... Avant, on naissait dans la maison, mais à un moment donné, on est né à l'hôpital. Et du coup, l'hôpital, j'étais attirée, je sais pas, l'odeur. Et donc, quand j'ai appris qu'il y avait un médecin qui était passé à la culture, il s'appelait Douster Blasi, qu'il avait dit que pour la culture, il n'avait pas grand-chose à faire, à part de mettre la culture à l'hôpital. Alors, j'ai suivi les avancements du jumelage du ministère de la Culture avec le ministère de la Santé. Et j'étais une des premières à monter un programme qui s'appelait Culture à l'hôpital. Et la DRH m'avait dit mais volontiers, et je suis tombée dans un centre de long séjour. Je ne me suis pas fait mal. Mais on avait fait une semaine musique et une semaine conte. C'est-à-dire qu'il y avait 3 étages, et donc il y avait une artiste chanteuse qui venait chanter des chansons. Et moi, je venais la semaine d'après raconter des histoires. Et le problème, c'est que quand même le conte est très connoté pour les enfants. Et un jour, il y a une animatrice qui m'a rendu un grand service, qui a dit aux personnes âgées qui étaient là, qui écoutaient, alors qu'elle m'avait demandé de raconter des histoires d'Alphonse Daudet, vous savez, La chèvre de Monsieur Seguin, qui était une histoire non pas du tout pour les enfants, je vous signale que c'était pour un poète qui voulait faire que de la poésie, qui préférait mourir que de faire autre chose, que d'écrire des articles dans le Figaro. C'était pas du tout pour les enfants, mais c'est devenu pour les enfants. Et l'animatrice a dit « Ça vous plaît ces contes pour les enfants ?» C'était terminé, j'avais plus de spectateurs. Et au rez-de-chaussée, c'était les valides. Dans les étages, c'était bon, j'avais toujours des spectateurs. Et donc, j'ai cherché désespérément, parce que j'avais un contrat avec la DRAC, la Direction des Affaires Culturelles, et qu'il fallait que je compte, quoi. Il me fallait du public. Donc, je suis allée chercher mon public, et en allant chercher mon public, j'ai cherché les infirmières, les soignantes, elles avaient toujours quelque chose d'autre à faire. Et j'ai parcouru les couloirs, et je me suis retrouvée devant une porte blindée en verre. Et là, il y a quelqu'un qui est sorti. Je dis, il y a du gens, il y a du monde là-dedans. Ils sont captifs et tout. On m'a dit, oui, je peux rentrer, oui. Et je fais comment? Vous faites 3 fois 0. Alors ça, je me suis dit, je peux retenir, il n'y a pas de souci, 3 fois 0, ça va rentrer. Et je suis rentrée dans ce qu'ils appellent le secteur fermé à l'époque, puisqu'on était en 1997. Et je suis rentrée là. Et là, j'ai rencontré les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et j'ai appris à communiquer avec eux. Ça a été 1 an et demi d'expérience sauvage, que je ne vais pas vous faire c'est tout ce que je vais dire dessus. Mais à la fin, il s'est avéré que j'ai trouvé une méthode pour qu'ils s'assoient en cercle, avec moi aussi je suis avec eux, on est dans le même cercle ensemble, et un petit rituel comme on fait pour entamer le conte, car dans le monde du conte, on n'est pas dans le monde d'aujourd'hui. Ce que j'essaye de vous dire tout à l'heure avec l'expérience que vous avez eue,
en disant vous étiez assis sur votre fauteuil, mais vous étiez aussi en train d'écouter l'histoire. Donc pour permettre ça, tous les conteurs ont leur trick, ont leur spécialité, ont leur façon d'amener le conte, d'amener l'écoute du conte. Donc j'ai mis ça en pratique pour eux et ils ont écouté. Ils ont écouté 1 heure d'histoire. Et du coup, j'ai essaimé dans la région. Je suis allée à Montpellier, je suis allée à Nîmes, où j'y suis encore aujourd'hui. Je suis allée à Anduze, dans les maisons de retraite. Et là-dessus, à un moment donné, on a fait une évaluation. Parce que, au bout de 10 ans, moi, je me suis dit, maintenant les compteurs, j'avais mis quelques compteurs avec moi, peu importe le compteur d'ailleurs, hein. L'essentiel c'est qu'il ait un répertoire, donc qu'il ait des histoires vivantes en lui, dans son corps. Il ne faut pas que ce soit trop intellectuel, il faut que ce soit dans la gestuelle, dans le corps, c'est-à-dire c'est une mémoire corporelle. On peut pas, je ne pense pas qu'on puisse retenir 150, 200 histoires comme ça dans sa tête à un moment donné, c'est forcément ça passe ailleurs. Enfin, moi je ne suis pas spécialiste, hein, mais en tous les cas, pour moi, dans mon expérience, ça passe dans mon corps. Et là-dessus, on a monté une recherche pour évaluer les effets de l'atelier conte auprès des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer évoluée ou apparentées au sens strict. Bon, j'ai appris ça par cœur, hein. Donc, cette recherche a été menée avec le professeur Ploton de l'Université de Lyon 2, avec Emmanuel Saucourt, anthropologue. C'est moi qui ai beaucoup insisté pour l'anthropologue, le côté conte, vous savez, le truc qui est lourd là. Et ensuite avec le docteur Strubel de Nîmes. Et donc des psychologues aussi qui ont fait toutes sortes de tests, etc. Elle a été financée par la CNSA, la Fondation Médéric, la Fondation de France et les œuvres laïques des religieuses de Reuilly. Et évidemment la DRAC et l'ARH, qui s'appelait à l'époque ARH, qui ne s'appelle plus ARH maintenant. Et donc, à la suite de ça, on a eu ces résultats-là, qui sont ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui a réagi, qui est l'agitation verbale non agressive, et qu'on s'est posé la question pourquoi il y a une agitation verbale non agressive. Enfin, les chercheurs se sont posé la question. Moi, je n'ai fait qu'observer qu'ils avaient observé ça. Et en confrontant, en fait, ça a été très difficile d'avoir le monde psychosocial avec le monde anthropologique, que c'était même pourtant la même université, puisque c'était Lyon 2, et ça a été très délicat, parce que ça ne parle pas le même langage. Le langage de psychologue n'est pas le même que le langage anthropologique, et donc il a fallu faire cohabiter ces deux mondes. Et ça a été la chose la plus délicate que je n'avais pas du tout anticipée, pensant que tout le monde parlait français. Mais ça, c'était encore une illusion. Et donc, dans cette rencontre, psychologue et anthropologue, il s'est avéré qu'ils ont réussi à se mettre d'accord sur quelque chose, que, en fait, le conte stimule une écoute active. Et dans cette stimulation de l'écoute active, eh bien, du coup, ça permet d'avoir de nouveau un langage, une agitation verbale qui n'est pas forcément... on ne sait pas très bien ce que c'est. Et d'ailleurs là, j'aimerais bien le futur, mais pour l'instant le futur n'existe pas, comme vous le savez. Demain on rase gratis. Donc dans le futur qui n'existe pas, mais j'en pose l'intention, ce qui serait intéressant, c'est de savoir
quels sont les mots du conte ou les assemblages du conte qui permettent une activation du langage. Les motifs du conte, on dit nous, chez les gens qui étudient le conte, ils parlent de motifs du conte. Donc ça serait pour le futur. Ce qui est sûr, c'est que ça les déprime moins et qu'ils ont moins de troubles du comportement. Tout ça, c'est voilà, c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on fait des formations. Donc j'avais laissé des petits papiers dehors. Hein. On fait des formations et on est toujours en train de raconter. Enfin, en tous les cas, pour moi, je suis toujours en train de raconter. J'ai même eu la joie, il y a quelques 15 jours, qu'un mécène vienne amener de l'argent pour que je puisse aller dans une maison de retraite pour appliquer ma méthode, en fait. Enfin, cette méthode qui a été évaluée. Et que donc, même à Nîmes, là, on est en train de travailler sur le conte merveilleux. Le conte merveilleux, je vais faire très vite, c'est Cendrillon, Blanche-Neige, etc. Mais il y en a plein d'autres. Donc, dans les plein d'autres, moi j'ai choisi Le Roi des Corbeaux, ça s'appelle « À la recherche de l'époux disparu ». Et dans cette recherche de l'époux disparu, il s'est avéré que, par exemple, une personne qui avait perdu son époux, quand elle a entendu l'histoire, elle s'est mise à le chercher partout. Ce qui fait que c'est important que le service soit en lien et à l'écoute et au courant de ce qui se joue pendant le temps de l'atelier. Donc le temps de l'atelier, en fait, on le fait sur une base régulière. C'est une fois tous les 15 jours pour que les gens aient le temps de le digérer, de l'oublier et de le réécouter. Il est arrivé beaucoup de fois que des conteurs qui étaient venus, par exemple sur Montpellier, et interrompus pendant 2 ans et sont revenus, on les a reconnus. Et que donc, là-dessus, que vous dire de plus par rapport à l'art? On a beaucoup parlé de la personne âgée active avec l'art, comme l'art pictural, comme la musique, apprendre la chanson. Ils ont été beaucoup dans la stimulation. Dans le conte, on ne stimule rien. On peut dormir. On est présent. On écoute, on n'écoute pas. On en a assez, on peut partir. Et c'est quelque chose pour paresseux, en fait. Et que vous dire d'autre? Que c'est une autre forme d'art et que toutes les formes d'art sont bonnes.